Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour préciser un point de l'histoire, puisque tu parlais de l'histoire ancienne, j'ai donc créé mon agence en 1958. D'abord, ça peut vous faire rêver, et je l'ai fait non pas parce que je voulais absolument être libéral, mais parce qu'on avait remporté un concours à Saarbrück avec Gilbert Samel. Et il fallait assurer la maîtrise d'œuvre, et donc ça a commencé comme ça, et depuis, eh bien, ça continue. Alors, quand tu m'as proposé, enfin, dans le cadre des expériences de paysage, dont chacun a amassé évidemment pas mal, tu m'as proposé le changement d'échelle, ce qui, il faut convenir, n'est pas un titre très racoleur, hein, changement d'échelle. Bon, mais qui me plaît bien parce que c'est quand même dans toutes ces échelles que j'ai évolué depuis pas mal de temps, et ça me permet de présenter ici deux échelles très contrastées, très différentes, qui sont d'une part l'échelle classique, hein, habituelle, celle que l'on pratique généralement et que l'on pratique depuis que les jardins existent et qu'il y a des paysagistes pour le faire, n'est-ce pas ? Et c'est donc le jardin, l'espace public ou privé, c'est-à-dire un espace délimité dans lequel on pratique, est pratiquée la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est presque un espace de maîtrise d'œuvre, finalement. C'est-à-dire que le paysagiste, puisqu'il s'agit de lui, c'est d'eux que je parle aujourd'hui, conçoit un aménagement, en assure la réalisation. Tout ceci se passe dans un territoire bien défini, bien délimité, avec des outils que l'on connaît tous, suivant un programme que l'on bâtit avec le maître d'ouvrage. Bref, c'est donc une des facettes qui continue, qui existe depuis bien longtemps. Et puis alors, il y a l'autre facette, celle que, faute de vocabulaire peut-être précis, on a appelé grand paysage ou paysage d'aménagement, et qui personnellement m'a toujours énormément intéressé, et qui relève de méthodes de travail et probablement de dispositions d'esprit spéciales, ça c'est possible, mais de méthodes de travail tout à fait différentes et d'outils totalement différents, ce qui fait qu'on pourrait penser que ce sont deux disciplines, deux domaines totalement opposés. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en effet, ce sont deux domaines très différents, mais qu'il y a des points de convergence. Et ces points de convergence sont assez intéressants à développer. Alors, naturellement, pour vous présenter ces deux domaines si contrastés, je fais appel à deux exemples, deux expériences. Deux expériences dont l'une est continue, un coup, et l'autre, alors la première c'est Beyrouth, c'est l'aménagement du bois des pins à Beyrouth, que l'on a réalisé entre 91 et 2000 à peu près, donc c'est pas très ancien, et de toute façon il n'est pas terminé, donc on peut dire que... C'est jamais terminé. C'est pas terminé. Donc ça, je vais vous exposer non seulement le contexte, mais également la mécanique du projet. Je pense que c'est une chose qui est un mécanisme qu'il faut que l'on propose telle chose ou telle autre. Puis, le deuxième exemple, c'est donc un projet de très grand paysage, puisqu'il s'agit des Causses et des Cévennes, et du projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial des Causses et des Cévennes au titre des paysages culturels de l'agropastoralisme. Donc c'est un projet qui est en cours, ça mobilise beaucoup il est en cours depuis 10 ans. Enfin, j'étais appelé il y a seulement un an, exactement depuis novembre dernier, pour faire un document de synthèse. Et c'est évidemment des méthodes de travail totalement différentes. C'est-à-dire, dans le paysage, je l'appelle paysage d'aménagement, le paysagiste, puisque je parle du paysagiste, est porteur du paysage, c'est-à-dire de l'idée de paysage. Et
au sein d'un ensemble, d'un groupe en général, un groupe de travail qui comprend différentes disciplines, celles qui font et transforment et défont le paysage. C'est-à-dire, c'est un travail de concertation, c'est une démarche collective, de tout dire, mais dans lequel le paysagiste, s'il est convaincu, s'il a les épaules suffisamment carrées, peut proposer sa façon de voir le paysage naturellement, donc son regard sur le paysage, mais également infléchir toutes les forces, toutes les dynamiques qui font que le paysage va dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est peut-être un peu complexe, mais je pense que l'exemple que je vais présenter tout à l'heure éclaircira. Et je vais donc commencer. Alors, je précise quand même que ce sont deux échelles, naturellement, deux démarches, des démarches totalement différentes, et je dirais des finalités un peu comparables. Mais ça, j'y reviendrai naturellement, parce que la finalité, ça viendra. Donc, Beyrouth. Alors, vous connaissez tous les problèmes que connaît le Liban, le petit Liban, c'est un petit territoire, ça fait un département français, le Liban. Et il y a 3,5 millions, 4 millions d'habitants, je veux dire, c'est tout petit. C'est un pays qui fait beaucoup parler de lui et qui est toujours sous la pression de ses voisins et de mouvements internes terribles. Donc je me place en 1991 et là, une guerre de 17 ans se termine. Donc le pays est un peu épuisé, les gens en ont marre, ils veulent plus se battre. C'est exactement l'impression qu'on avait. Et à ce moment-là, la région Île-de-France, il y a toujours eu des rapports assez spéciaux, assez intéressants avec le Liban. Toute une histoire, il y a toute une partie francophone de la population, ce qui est très agréable pour ceux qui sont appelés à travailler là-bas. Donc en 91, le Conseil régional d'Île-de-France décide d'offrir à Beyrouth, au Liban, un parc. Symbole de paix. Pourquoi? Parce que le seul espace vert de Beyrouth, qui était le bois des pins, un grand espace, une grande pinède, eh bien, avait été complètement ravagé par la guerre, il avait servi de dépôt de munitions, il avait été brûlé, les Israéliens l'avaient occupé longtemps, donc il fallait que symboliquement le bois des pins renaisse. Mais l'idée est venue aussi d'en faire un parc, c'est-à-dire pas seulement une plantation de pins, mais un parc évidemment soit constitué en partie par des pins de façon morone. Alors c'est une belle idée, il y a donc eu un concours d'organiser en 2 phases, on a eu la chance d'être retenu, ou le mérite, ça dépend, ou les deux, bref, on a été retenu, on a formé une équipe assez intéressante, en particulier avec Pierre Nema qui est architecte à Beyrouth. Et donc j'avais également un paysagiste de Beyrouth, qui était Frédéric Francis, qui sortait de Billboard, et que j'ai pris dans mon agence pour étudier les plantations en particulier, car je m'y connaissais rigoureusement en matière de plantation dans ce pays. Et donc, avec cette équipe, qui comprenait d'ailleurs Jean-Claude Hardy aussi, eh bien, nous avons élaboré un projet que je vais vous présenter maintenant. Alors, ce que vous avez sous les yeux, là, c'est la grande promenade du front de mer de Beyrouth. C'est le seul espace ouvert, libre, dégagé. Toute la ville afflue dans cette grande zone de respiration, on peut l'appeler vraiment comme ça. Et toutes les communautés qui peuplent le Liban, il y a énormément de communautés différentes, à base religieuse, tout ceci, et toutes les tenues se rassemblent là, et les gens se croisent, ils font un parcours qui fait plusieurs kilomètres, plusieurs fois par jour. Le matin, c'est plutôt du jogging. Ça, vraiment, c'est un lieu très vivant. Et c'est un point très important, qui était à prendre en compte dans mon projet.
D'autant plus que le Liban n'a aucune tradition de parc ni d'espace vert. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de tradition. Ce qui nous pose des problèmes, parce que comment, d'abord, pour qui travaille-t-on, hein, que fait la population, que va-t-elle faire de cet espace qu'on va lui amener. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous présenter cet exemple, c'est-à-dire ça interroge sur l'usager de ces espaces que nous créons. Alors, C'est comme cela que tu vois l'image. Oui. Alors voilà justement ce qu'était la Pinède au XIXe siècle. C'était au fond une grande route entre Beyrouth et Saïda, puis de chaque côté, enfin plutôt une grande route qui perçait une Pinède qui à l'époque faisait 100 hectares et qui voit des puis sur notre terrain n'en fait plus que 30. Et voilà à gauche le plan du concours, et à droite ce qui a été réalisé. Il faut remarquer qu'entre les deux, ça se ressemble beaucoup. Alors ça, c'est une photo Google Earth assez récente. Tandis qu'à gauche, c'est le plan de 91, et si vous le voyez suffisamment nettement... Tu as le petit de la souris pour montrer. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, on voit en sombre toute la masse plantée, c'est notre Pinède. Cette grande barre ici est une grande promenade publique, et vous comprenez pourquoi. C'était en m'inspirant de cette promenade du fond de mer, je pensais qu'il était tout à fait important, qui est un lieu de rencontre. C'est un lieu de paix et de rencontre, il fallait que les gens se croisent, se rencontrent. Et il fallait aussi qu'ils se rencontrent autour d'un parc, c'est-à-dire pas seulement pour se regarder dans le blanc des yeux, mais dans des activités multiples. Et c'est pourquoi, entre parenthèses, je dirais que travailler sur un triangle n'est jamais chose facile. Hein. Je dirais pour un concepteur, il y a toujours les angles qui posent des problèmes. Bon. En tout cas, oui, ça va mieux. Et alors, il fallait un centre, évidemment, qui était le point fort, et qui était pour moi un endroit replié sur lui-même. C'est-à-dire, il fallait que le parc ne soit pas extraverti, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qui s'ouvre partout. Il fallait qu'il recrée un espace à lui, à dedans. Et c'est pourquoi non seulement nous avons créé cet espace qu'on appelait Oasis, avec plein de terrasses autour, des terrasses ombragées, et de l'eau, un grand plan d'eau au milieu. Donc c'était notre vision à nous du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et tout autour donc un certain nombre autour d'une grande promenade que l'on voit ici, un certain nombre d'éléments d'intérêt, d'attraction, une roseraie, parce qu'on voyait très loin, on pensait que la rose, qui est quand même très emblématique dans le Proche-Orient, méritait un hommage spécial. Donc c'est une roseraie perchée sur 30 mètres de dénivelé. Ça, je vous parlerai des niveaux un peu plus tard. Ici, un jardin botanique qui est en fait, pour moi, devait être le conservatoire des plantes du Liban. Vous savez qu'il y a... Ils sont terribles pour ça, le respect des plantes. Il n'y a plus que quelques cèdres du Liban sur le mont Liban. Mais ce n'est pas leur faute d'ailleurs. Ce sont tous ceux qui ont utilisé le bois du Séné depuis plusieurs millénaires. Enfin là, ils l'ont bien achevé. Et donc je voulais réaliser ici une sorte de conservatoire des plantes du Liban, et en même temps des jardins d'essai. Il fallait intéresser tout le monde à ça. Et puis ici, un petit théâtre de plein air. Là, une place publique. Je voulais que, sortant de l'hippodrome qui est juste à côté, les gens aillent comme ça, je dirais pas prendre un pot, une limonade, parce que là-bas, pas d'alcool, mais que cette place publique soit l'extrémité du mail d'un côté, que le théâtre soit de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment tout un secteur de rencontre, finalement, de convivialité, tout on a espéré dans ce secteur. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est réalisé, tout au moins.
ce qui s'est réalisé, c'est pas du tout la roseraie, c'est pas du tout le conservatoire des espèces botaniques, c'est pas non plus l'Oasis, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, c'est même que l'eau a disparu. Alors, il n'y avait déjà pas beaucoup d'eau. Ça tenait sans doute à ce que toutes les canalisations, toutes les conduites étaient cassées, percées par les combats. Mais aussi, semble-t-il, et c'est un entrepreneur qui me le disait, il y a le fleuve de Beyrouth qui passe pas loin, et ils ont fait un cuvelage en béton qui a supprimé une bonne partie de l'alimentation de la nappe d'eau. Donc on s'est retrouvé pratiquement sans eau, d'où finit nos programmes de bassin, parce que pour nous, le Proche-Orient, c'était l'eau jaillissante, etc. Ça, c'était fini. Donc ce qui était prévu ici est devenu ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une sorte de terre-plein en herbe, entouré de plantations, et on verra après ce qu'on en fait, parce qu'après tout, peut-être que l'eau reviendra, je ne vois pas comment une métropole comme Beyrouth qui sans eau, on va bien trouver, surtout que le mont Liban à côté est quand même une source considérable. Donc je vais tout de suite passer ceci pour vous montrer dans quel état étaient les bâtiments tout autour de ce parc. C'est ici qu'étaient les snipers, c'était ici, il y avait tout ça, c'était horrible. Et ça, c'est les grandes voies qui encadrent, parce que le parc est encadré par des voies à grande circulation. Et quand on dit grande circulation à Beyrouth, ça veut dire très rapide. Et alors voilà le terrain comme on l'a trouvé après qu'il ait été déminé par les militaires. Il reste quelques pins dans ce secteur. Voilà, des pins d'un état minable. Et donc, voilà. Et j'ai commencé par mettre un petit peu d'animation dans tout ça, en profitant d'une circonstance qui était la création d'une seconde piste de l'aéroport de Beyrouth, qui est pas loin, et qui me donnait une terre de la même qualité que celle qui existait au bois des pins, c'est-à-dire une terre assez sableuse, mais quand même déjà riche de plusieurs siècles d'humus, finalement, de formation d'humus. Donc, je trouvais quand même extrêmement intéressant de recréer cette intimité qui me paraissait nécessaire et de montrer la ville à travers des vues, des fenêtres, et non pas de voir totalement dominant l'espace central. Alors voilà la maquette d'ailleurs des mouvements de sol. Mais je passe dessus. Et voilà comment nous avons planté. voilà ce que nous avons planté. Ce sont des plantes qui ont un peu plus d'1 an ici, donc 1 an plus les jeunes pousses là. Pourquoi? C'est que d'abord on les faisait venir de loin, il n'y avait pas de pépinière de pignons, un parasol. Donc c'est venu d'Égypte, c'est venu un peu de Grèce et d'Italie, je crois. Et donc c'était jeune, mais en même temps, là-bas, ils préféraient, nous, quand on fait un bâtiment, on plante serré, puis ensuite on éclaircit. Là-bas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On donne aux plantes leur position définitive, ce qui permettait de les économiser, d'abord, et ensuite, on admet qu'il faut un certain temps pour que ça pousse. Mais, vous voyez là, un tuyau, un goutte à goutte, et sur la cuvette, là, on sent une terre très, très mouillée, et ces pins se sont très bien plu dans ce qui pourrait paraître comme un espace un peu désordonné, un petit peu, mais et voilà. Alors là, on a encore une vieille pinède, un bout de vieille pinède, et les nouveaux arbres, la relève finalement, la relève de ces arbres, là, ils ont déjà une bonne quinzaine d'années. Et alors, en fait, on les a arrosés pendant 4 ans. Je vous dis tout ça parce que ça fait partie vraiment, ça me paraît important, ça fait partie de la vie d'un espace. On les a arrosés pendant 4 ans, nos jeunes pousses, là, et puis après, elles se sont débrouillées toutes seules.
dire, elles avaient trouvé leur sol, leur système racinaire, et donc ça a poussé, ça ne pose aucun problème. Vous voyez que le sol est très jaune. En été, alors les prairies, les pelouses qu'il y a dessous sont totalement jaunes. Il y a 6 mois de sécheresse. Donc voilà, même un peu d'arrosage encore à cette époque-là, le long du Mail qui est au fond. Voilà, tout ça, ça pousse. Là, plus récent, une image plus récente, alors donc, au printemps. Donc là, on a toute une floraison, une poussée de plantes formidables. Vous voyez, ça commence à ressembler au pinède. Pourtant, ça fait 17 ans, là, on a à peu près. Enfin, c'est formidable. Donc, on dit c'est long, puis en même temps c'est rapide, c'est extraordinaire. Et puis on est en plein été, donc ça. Et d'ailleurs, ça pose un très gros problème, c'est qu'il y a toujours un risque d'incendie. Parce que dans les habitudes péroutaines, il n'y a peut-être pas le parc dans les habitudes, mais il y a l'habitude de faire des pique-niques à l'ombre, ce qu'il y avait dans la vieille Pinède avant. Et donc toujours le risque, enfin le méchoui, vraiment le risque d'incendie. Ceci fait qu'il est encore très peu ouvert. Voilà quelques vieux arbres qui restent, les nouveaux qui arrivent, et une fenêtre sur la ville. Avec des arbres au milieu. Avec des arbres au milieu, oui, on va les garder. Et alors le plus fort, c'est que ces arbres, qui après la tourmente, 17 ans, étaient complètement, on n'en donnait pas cher, eh bien ils ont profité de toute cette ambiance, de toute cette eau qu'on a amenée aux autres, et ils se portent maintenant beaucoup mieux. C'est pas très bien. Donc voilà, ils sont là. On a réservé des petits spectacles aussi pour le plaisir pour le parfum, ben voilà. Ça c'était le long du mail, de façon à ce que le mail soit un petit peu épaulé par des choses un peu plus gracieuses. Bon, voilà. C'est ça qu'au départ. Comment ? On a travaillé sur autre chose que des pâles. C'est ça, oui. Il fallait quand même un peu d'oasis, justement. Alors voilà le mail, presque simple. Elle avec une plantation de figues, c'est-à-dire de figuiers, mais ce n'est pas le figuier de votre jardin, ce n'est pas non plus le figuier bagnant, c'est entre les deux, c'est ce que je veux dire, c'est Ficus nitida, et qui est capable de devenir très grand quand même, et de constituer une voûte d'ombre. Il y a 4 rangées, il y a 400 mètres de longueur, donc c'est pas petit, c'est pas mesquin, et il y a 4 bassins qui sont devenus des jardinières. C'est comme de la discussion. Ça, c'est l'expérience. Tout à fait. Mais écoute, ça vient à peine. Hein. Voilà. Alors, évidemment, ces photos ont été prises par une élève de Versailles, Mélia Rec, qui était connue, qui est ici, et qui a évidemment été prendre ces photos à 2h de l'après-midi en plein été. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce mail, comme vous l'imaginez, parce que finalement, ces jardins sont pratiqués le soir, très tôt le matin ou le soir. Et d'ailleurs, c'est éclairé, c'est très éclairé. Comme d'ailleurs, la place de jeu qui est ici, donc une place de jeu avec des paniers plantés sur des petites buttes en béton, là, et puis une plage de sable. Autrement dit que le sable, à 2h de l'après-midi, on ne peut pas mettre le pied dessus, tout au moins en été, bien sûr. Il reste quand même des mois d'hiver ou de demi-saison. Et donc, et au fond, une treille, une sorte d'abri, pergola, on dire, avec des plantes qui poussent là, derrière, pour les femmes arabes. Pourquoi ? Ça peut paraître curieux. C'est que dans ces quartiers très denses sur le côté ouest, entre le parc et la mer, sont les faubourgs arabes. C'est le quartier sunnite. Mais bon, évidemment, l'espace est très serré, ce sont des immeubles très hauts, il n'y a pas d'espace pour se promener. Et en même temps, il n'est pas, les femmes se rencontrent entre elles chez elles, mais il n'y a pas d'espace pour elles. Il semblait intéressant
c'est une innovation, de les attirer dehors autour du jeu des enfants. C'est-à-dire, ça leur donnait une sorte de raison de comportement social justifié. Alors que les hommes allaient à l'hippodrome, ils allaient, bon, bref. Ou je ne sais pas quoi, se faisait sans mal. Bref, il me semblait intéressant de réaliser ceci. Mais alors, je vois que c'est très utilisé, il y a plein de traces de pas de gosses, mais pas un seul enfant sur cette photo, ce qui fait que ce reportage est un peu raté. On fera avec une Photoshop, tout le monde le faire ici, on va t'en mettre. C'était fait pour montrer que c'était une réussite, pas du tout. C'est complètement désertique, c'est à dire. Donc, alors voilà la treille, là, ils n'ont pas encore placé les clés dessus. C'est assez sympathique, il y avait plein de bancs, plein de trucs, il y avait des... Bon, bref. Mais puis tout ça est déjà dans un cadre très, très planté, hein, très sympathique. Donc, je suis à peu près sûr, je peux vous assurer que ça marchera, ça n'y a pas de problème, ça marchera sûrement. Et j'espère y retourner un jour pour voir comment ça fonctionne. Donc c'était, oui, alors justement, le quartier sudiste d'un côté, je n'en ai pas parlé, c'est quand même important, de l'autre côté, le quartier chrétien, et troisième côté, le quartier, c'est le quartier des réfugiés palestiniens, essentiellement chiites. Donc autant dire que le symbole de paix du parc avait réellement une réalité à traiter. Je ne sais pas si c'est réussi, en tout cas pour le moment, ça... On ne peut jamais dire pour le Liban ce qui va se passer, parce qu'il y a toujours ces foyers au Liban Sud avec les populations de Hezbollah bon, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, dans ce secteur, me semble-t-il, il y a là un élément de paix, peut-on dire. Enfin, j'espère. Bon, ça, c'est donc l'expérience de Beyrouth. Alors, ce territoire, c'est celui des Causses et des Cévennes. Alors, je suis sûr que certains le connaissent bien. Il y en a un qui le connaît au moins. Je suis sûr que vous avez dû passer, traverser, et peut-être trouver ça extraordinaire, ou au contraire ennuyeux. Je ne sais pas, bref, ça, nous allons en parler. Mais toujours est-il que, donc, les élus locaux et le ministère de, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, de l'environnement, mais de l'environnement. De Nathalie. Comment ? De Nathalie. Oui, c'est ça. Donc le ministère de l'environnement, donc d'accord avec les élus, propose ou a proposé, déjà une dizaine d'années, donc l'inscription des Causses et des Cévennes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, de l'humanité, on dit parfois, mais en fait, c'est de l'UNESCO simplement. Donc, il y a eu, en fait, ce projet a été 2 fois repoussé par le comité de l'UNESCO. Donc là, on a recommencé une 3e fois. Donc on m'a demandé de faire un exposé, un résumé de synthèse des études, mais en insistant sur la nouvelle feuille de route qui était les paysages culturels de l'agropastoralisme. Parce que si le projet avait été repoussé, c'est que les Cévennes apparaissaient trop, tout au moins dans la proposition, comme le domaine du protestantisme. Il était mis l'accent sur la culture de ce pays, ce qui est tout à fait intéressant, mais et ensuite, et que les Causses étaient au contraire le domaine, qui n'est pas protestant d'ailleurs, de culture bien sûr, de domaine du pastoralisme. Et ils ont souhaité que l'accent soit mis sur les paysages culturels du pastoralisme. Évidemment, c'est un sujet qui me passionnait beaucoup quand ils sont venus me demander d'y participer. Là. Et c'est donc cette étude que je vous présente. C'est un territoire qui fait 6000 km², c'est-à-dire un peu plus de la moitié du Liban. Ah oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire 80 km dans les deux sens, on va faire, tout à fait, et cerné par des agglomérations
petites, sauf Millau, qui est la préfecture de l'Aveyron, à l'est, qui n'est pas une petite ville, Mende, qui était une préfecture aussi, une petite préfecture, donc il y a 20 000 habitants, etc. Lodève, qui est une bonne agglomération, etc. Mais rien au milieu, pas grand-chose. Florac, qui est la sous-préfecture, il y a 2000 habitants. Et alors, Gand, je m'étais déjà sur les Franches, ce qui fait que ce pays a été peu touché par les grands mouvements, les grandes expansions urbaines. Il est resté relativement dans son état, tel que historiquement il a été, c'est-à-dire un grand territoire d'agropastoralisme. Ce qui fait que quand on traverse ces pays, tout au moins l'Écosse, on est saisi par l'immensité. Et on est saisi par l'espace ouvert, qui est largement un produit du pastoralisme et une spécificité. Donc, mais également, quand on regarde les Cévennes, on s'aperçoit non pas qu'il y a deux pays, il y a trois pays en fait. Il y a l'Écosse d'un côté, les Basses-Cévennes de l'autre, que l'on connaît, et il y a les Hautes-Cévennes, avec ces magnifiques dômes granitiques. Donc c'est assez frappant. Et alors, donc, on a préparé, j'ai préparé, on est en train de préparer une sorte de document 30 pages qui est à l'usage des membres du comité de l'UNESCO qui sont toujours des gens très pressés et qui ne peuvent pas lire des tonnes de documents. À côté, ce que tu nous montres pour Jacques Simon, c'est rien du tout. C'est-à-dire ce qu'il y a là-bas sont des documents extraordinaires, très longs à lire, et qui manquaient d'ailleurs de beaucoup d'illustrations. J'avais proposé que ce soit 30 pages assez illustrées et où figure l'essentiel. Donc je vais vous présenter un petit peu le résumé de cette démarche. J'ai tout de suite mis dans l'ambiance, là, une mauvaise photo, mais ça montre, première chose, que c'est un territoire de très ancienne humanité ou humanisation, je veux quand même dire, de très ancienne culture. On a 5000 ans de vestiges, et qui existent toujours. Hein. Je veux dire, c'est l'avantage d'être dans un pays isolé, c'est que ça ne souffre pas trop. Et alors on voit sur, les photos sont pas extraordinaires, on n'en aura plus qu'elle. On voit ici un chemin une draille, c'est-à-dire un chemin de transhumance, avec un menhir, tout ça c'est peut-être 3000 ans, 3000, enfin bref, peu importe ici. Ici des tumulus, qui sont d'anciennes tombes, ici un dolmen, il y en a pas mal, et il y a surtout on a fait un inventaire de toutes les zones riches en vestiges de la préhistoire et de la protohistoire. C'est tout ce qui apparaît en violet. Et en particulier sur l'Écosse, mais également sur le mont Lozère, c'est-à-dire sur ces grands espaces. Et on sent que ce n'était pas seulement des attributs, comme disent les anglo-saxons, utilitaires, c'est également des signes, des marques. Hein. Ça a un sens vis-à-vis de l'immensité. Et c'est tout ce qu'on a ici au secteur des Bondons. Alors, je sais pas, je me tourne toujours vers toi, Michel, parce que je sais que tu connais. Secteur des Bondons. Secteur des Bondons. Il y a énormément de menhirs qui sont très, très saisissants. Et alors, je veux dire, ils sont en situation. Là, pour les paysagistes, très important, c'est-à-dire le menhir présenté sur une petite pelouse avec des fleurs, ça ne va pas, mais présenté sur les dômes granitiques du mont Lozère, avec la brume éventuellement, le vent, etc., c'est fort. Et donc, on a tout ça partout, et jusqu'à le Montégoal, le mont Lozère, etc. Et tous ces grands causes, les causes de Sauveterre, Cosméjean, Larzac,
tout ceci fait partie de ces paysages mémoire de l'humanité. C'est important, c'est intéressant pour le classement de mon patrimoine, et c'est important pour nous parce qu'on a toujours besoin d'être rattaché à un passé. C'est-à-dire qu'on a cette chance extraordinaire d'avoir une histoire et qui remonte très loin. Et en plus, là, sur le thème du pastoralisme. Alors, je conclue. Deuxième période, car on a, si l'on peut dire, la préhistoire, la protohistoire, jusqu'au monde romain, constitue une période pour moi, pour nous. Et une deuxième période, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période très, très importante et très intéressante pour ce pays, et d'ailleurs pour l'ensemble de notre pays, France. Ici, parce que les fondations monastiques, les cisterciens surtout, donc les Templiers et les Hospitaliers, ont cerné, du côté du Larzac, ont cerné l'espace de façon à mettre en valeur, à utiliser toutes ces énormes surfaces, les Causses en particulier, mais également les Cévennes, pour en tirer un profit. C'est-à-dire pour, donc c'est le grand pâturage extensif, à partir des ovins surtout, qui donnait la laine, qui donnait la peau, qui donnait éventuellement, alors je crois que le fromage déjà à cette époque, mais c'est même beaucoup plus ancien, car les Romains en profitaient déjà. Et donc il y a eu toute une économie qui s'est bâtie, on a construit des villages, et toutes ces fondations monastiques ont essaimé un peu partout. Elles ont essaimé en particulier de magnifiques églises romanes, extraordinaire la densité d'églises romanes qu'il peut y avoir dans ce secteur, enfin dans cette région plutôt. Là, vous voyez la petite cité fortifiée de la Couvertoirade, de Larzac, qui est également une création monastique. Et puis, bon, les ponts, les tours, etc. Et sur le... Et vous voyez ici, donc, une carte qui montre l'implantation de tout ce Moyen-Âge, et on s'aperçoit qu'il occupe les vallées. C'est-à-dire, alors que la préhistoire occupait les plateaux, on a encore des tas de vestiges, et se réfugier, utiliser des grottes, parce que ce sont des reliefs karstiques. Et bien ici, on a une sorte de négatif, c'est-à-dire que par rapport au précédent, c'est-à-dire ce sont toutes les vallées profondes, les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte, de la Tourbie, tout ceci, sont, sauf certaines zones très sauvages, ont été habitées et s'est créé un habitat, y compris dans les Cévennes d'ailleurs, et s'est créé un habitat qui nous intéresse particulièrement parce que c'est celui des sociétés rurales de cette époque relativement aisée d'ailleurs, et dont les mécanismes d'insertion dans le paysage, dans le pays, sur le sol, ont produit ces paysages qui servent de référence quand on parle d'intégration. D'intégration paysage, on pense tout de suite, vous savez, au village qui se place dans son relief, au pont, tout ceci, il y a une sorte de familiarité quotidienne de ces habitants avec leur sol, avec l'exposition au soleil, etc., qui font qu'on a un sentiment d'intégration très profonde, relation de l'homme à la nature, évidemment, milieu, qui est très visible, très forte, et qu'on n'arrive plus à faire maintenant, sauf peut-être quelques paysagistes de talent qui arrivent à réaliser cette relation milieu. Eh bien là, c'était le geste du Moyen-Âge, de toute cette période médiévale, qui donne de si beaux témoignages et qui, à mon avis, relève également du patrimoine de l'humanité. C'est vraiment saisissant. Ce qui fait qu'on se trouve en présence d'un ensemble de valeurs culturelles. C'est ce qu'on peut appeler, c'est ce que j'ai appelé dans ce rapport, je ne sais plus comment je l'ai appelé, enfin, c'est le poids du passé, la dimension du temps. Voilà, exactement, ça fait plus poétique, c'est plus beau, c'est plus noble, la dimension du temps qui doit toucher, je pense, le comité de l'UNESCO. Donc la dimension du temps me paraît
flagrante et extrêmement intéressante et importante dans ce cas. Surtout qu'elle nous a fabriqué du paysage. Elle nous a fabriqué du paysage et du paysage humanisé, c'est-à-dire l'homme dans ce paysage. Et alors, voilà. Alors, ça c'est également pour répondre à la demande du comité de mission. Ils sont très exigeants pour qu'on satisfasse à notre demande. On voit ici tous les éléments caractéristiques qui donnent sa couleur, son ancienneté, sa valeur, ses lettres de noblesse au paysage. Et on voit par exemple à gauche là, les drives que je vous montrais tout à l'heure. Ça c'est sur le col de la Célier. Les cols sont toujours des endroits formidables pour découvrir un paysage. Ici plus bas sont les Lavognes. La photo est très mauvaise. Enfin, la Lavogne, c'est une sorte de mare aménagée, pavée, etc., pour que les moutons ne viennent pas patauger dans l'eau, etc. Donc, ce sont de très beaux ouvrages et qui n'ont pas d'âge en plus. C'est-à-dire, on ne peut pas les dater. Et on continue d'ailleurs de les entretenir, surtout le parc, parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est là dans des zones qui sont très protégées par l'administration. On a créé le parc des Cévennes, le parc national des Cévennes, c'est quand même très important. C'était le premier parc, je crois que ça date de 67, 1967. Et c'est là qu'on a créé le premier parc national. Et un peu plus tard, on a créé le parc régional, naturel régional des Grands Causses, qui couvre à eux deux la totalité quasiment du territoire. C'est-à-dire qu'il y avait une intention de patrimoine qui était évidente. Et ce qui me paraît également très important dans notre démarche, on en parlera après. Toujours est-il que ces objets qui ont un sens, là c'est un... Parler des Lavognes, il y a les gazelles, les chazelles, enfin les boris. Et alors, ici, oui, les capitelles, ici, une doline. Alors là, c'est tout à fait intéressant. Je veux dire que les dolines sont des dépressions dans lesquelles s'est accumulée l'argile, ce sont des reliefs karstiques qui produisent ces dépressions. Et alors, ça donne des tâches de fertilité, si je puis dire, dans un espace qui est particulièrement aride sur les Causses. Et donc, ça crée un paysage tout à fait spécial, tout à fait, sur lequel on n'a pas assez insisté. Il faut que les dolines contribuent à... C'est fort dans ce paysage. Ça sont les jasses, les bergeries, tout en calcaire. Il y a beaucoup d'éléments du Causse, mais il y a également ici les clochers de tourmente pour le laser, pour que, quand c'est pas beau, pour que les gens puissent retrouver leur chemin. Des hameaux, etc., des terrasses extraordinaires dans toutes les vallées, surtout dans les Cévennes. Et puis ici, des toits terrasses qui récupèrent l'eau. Ils sont tous ces objets de l'ingéniosité, finalement, de tous ces habitants, et qui essayaient à tout prix de récupérer de l'eau. Pas qu'à Beyrouth, toujours dans l'eau. Et là, parce que l'eau ici, sur les Cévennes, mais également sur le massif là-haut, ça passe directement dans le sol. Et ça fait des avennes, ça fait des rivières souterraines, ça fait tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas une terre fertile. Ça fait une terre, au contraire, appauvrie continuellement. Propice au pastoralisme. C'est pour ça que le mouton était le seul, la brebis était les seuls, les ovins étaient les seuls habitants permanents de cet espace. Alors, je continue. Bon, Grand Causse du Larzac. Là, c'est tous les dômes granitiques qu'on aperçoit depuis le Méjean. Ici, une carte de la structure physique du sol, qui essaie de montrer des choses qui peuvent paraître élémentaires, mais qui ne le sont peut-être pas tout à fait, pour montrer la différence entre un type de structure avec ce qu'on appelle les serres et les balas, c'est-à-dire les vallées et les crêtes des Cévennes. Toute la ligne granitique qui construit cet espace, qui constitue une limite climatique, une limite de partage des eaux. C'est-à-dire c'est vraiment, voilà l'espace essentiel ici,
et qui fait que les causes passent de l'autre côté, d'ailleurs dans une autre zone de climat. Je peux te donner un petit... Je ouvre la souris, je te donne un petit truc. Voilà, je vais essayer de me conformer. Donc sur l'écran ça marche pas. Ah bon? Oui, il faut que tu montres avec la souris. Avec la souris, ça va bien. Super, super, ça va vachement bien. Bon, très bien. Ah bon, alors avec le doigt sur mon écran, ça marche pas. Je suis pas moderne, j'ai pas l'habitude de mettre des instruments. Hein. J'aime bien me servir de... Enfin, là on voit bien, super. En tout cas, là vous voyez bien, vous voyez bien ici les basses Cévennes avec leur système de vallées. C'est très beau. Et ça s'arrête brusquement sur les garrigues languedociennes. Ici donc tous les sommets granitiques, les dômes granitiques, peut-on dire, où les moutons vont pâturer. Surtout en estive, surtout l'été. En estive, etc. Surtout sur le mont Lozère, un peu sur les Gouales, sur le Navas, qui est ici. Et puis donc nos cosses ici. C'est une bordure très intéressante, une sorte d'escarpement qui fait que, vu depuis le sud, le col du Larzac apparaît réellement comme un plateau étable. C'est magnifique. Cette ligne ici. Et c'est d'ailleurs ici que les Templiers, les Hospitaliers, se sont établis avant de partir à l'assaut par le pas d'Escalade, par tous dessous ces grandes terrasses ici, ces grands plateaux où l'on élevait les moutons. Bon, je passe. Alors ça, c'est quand même la structure géologique explique quand même très fortement le paysage. Et donc on a ici la zone du calcaire en bleu, le granit en rouge, et puis les schistes ici, et qui expliquent évidemment beaucoup de choses, et en particulier l'habitat. C'est-à-dire on a ici un habitat calcaire qui se confond avec la masse calcaire, c'est Cantobre. Oui. On a ici sur le granit, l'architecture du granit. Et ici, c'est une erreur, c'est pas du schiste, c'est autre chose. Enfin, bref, ça a changé. Mais ça prouve que toute cette architecture vernaculaire réellement sort du sol. Et qui a le coup en plus. Bon, c'est un type de paysage. Je ne sais pas si je m'attarde là-dessus. Mais enfin, quand même, parlons de la steppe, parce que le pastoralisme a créé des pelouses spécifiques, avec des espèces spécifiques qui tiennent justement à la dent du mouton, et qui sont considérées comme des richesses. Là, c'est toute la zone du granit, avec ici des hêtres, ici de bruyères et d'autres choses, le granit, et puis ici des vallées semnoles. Bon, je passe. Espace ouvert. Espace ouvert, c'est donc une des données fondamentales dont je vais vous parler abondamment, parce que, et là on entre dans le paysage, et je vais vous lire quelque chose. Ne regardez plus, hein, écoutez ce que l'on pensait des Causses et des Cévennes il y a une centaine d'années. C'est que dit Élisée Reclus, c'était un... Bon, il disait « Les affreux pays sauvages et incultes des montagnes lozériennes. Quelle horreur !» D'ailleurs, il parlait du Gévaudan et pas de tout ça. En fait, le nom même de Gévaudan, qui est tout près, hein, chez les voisins, éveille aussitôt dans l'esprit l'idée de hauts plateaux incultes, hantés par les loups, battus par les tempêtes et souvent revêtus de neige, ce qui est d'ailleurs vrai, l'Aubrac, etc. Et alors, ça c'est pour les Cévennes, et qui nous dit ça, c'est une description routière, géographique, historique et pittoresque de la France et de l'Italie en 1816. Pour les Cévennes, de maigres châtaigneraies couvrent au loin les flancs arides et noirâtres de ces montagnes
qui se compose d'une infinité de crêtes, toutes plus escarpées les unes que les autres. On sent que c'est pas un compliment. Les musulmans de Major, c'est vraiment intéressant. Celles qu'on côtoie en domine une partie qui offre aux voyageurs de vastes et hideux points de vue. Bon. Les montagnes deviennent ensuite plus affreuses et plus stériles que jamais. Alors, que dit Emmanuel de Las Cases vers 1880? Il dit « Le soleil éclaire le cosme méjean. Quelle horreur !» Le désert, tel que je l'ai vu de Biskra à Tougourt, est moins désolé que ces morceaux de pierre et de rochers qui s'étendent à perte de vue et qui semblent rendre impossible toute culture. Bon, je vous en dis encore une parce que c'est quand même assez intéressant. Là, c'est Hector Malot, sans famille, ça me rappelle peut-être quelque chose, peut-être pas aux jeunes, aux vieux, j'en parle. Donc, Hector Malot, en 1878, le Cosméjean, c'est toujours lui le Cosméjean, il a dit qu'il est très bien. Il en a pris le Cosméjean. Le Cosméjean, c'est le plus formidable. Bref. Le Cosméjean, qui est bien le pays le plus désolé et le plus misérable du monde, sans bois, sans eau, sans culture, sans village, sans habitants, sans rien de ce qui est la vie, mais avec d'immenses et mornes solitudes qui ne peuvent avoir de charme que pour ceux qui les parcourent rarement en voiture. Il faut passer vite. Bien. Bon, il y a aussi le préfet Gago, je ne vais pas trop le mettre, c'est un préfet poète, c'est très bien. Il admirait les grands préfets. Et il disait, à propos du Lozère, nous sommes restés en extase pendant une demi-heure devant cet admirable tableau, et nous y aurions passé, c'est un préfet qui parle, et nous y aurions passé une grande partie de la journée si nous n'en avions été retirés par un orage plein de vent, de pluie et de tonnerre qui s'avançait rapidement sur nous. Effectivement, ça arrive souvent là-bas. Bon. Et puis peu à peu, on s'assagit, peu à peu, même Onésime, c'est Onésime Reclus, le frère d'Élisée, mais était plus jeune, le contraste inouï que certains Cosses font avec les gorges environnantes est une des plus rares beautés de la France. Ça ne réhabilite pas les Cosses, mais ça veut dire qu'il se passe entre les deux, effectivement, ce phénomène extraordinaire qui est l'opposition entre une oasis, finalement, et un petit peu ça. Et c'est important, d'autant plus que cette oasis et que ce désert, ça passe par des reliefs extraordinaires, ceux du Karst, c'est-à-dire des falaises, bref, tout ce spectacle qui est vraiment remarquable, qui est vraiment magnifique, de la roche. Et alors, toujours, bon, peu à peu, je trouve ça intéressant, Arthur Young, mais ça c'était ancien, hein, c'était en 1900. Bon, les Anglais nettement plus évolués. Vis-à-vis du paysage, oui. Vis-à-vis du paysage. En 89, lui, ce qu'il admirait, c'était l'activité, le génie des hommes pour s'adapter à ce paysage. C'est intéressant. Les efforts de l'activité les plus vigoureux, l'animation la plus vivante, elle a triomphé de toutes les difficultés et a couvert de verdure de véritables rochers. Donc, et alors, quant à Stevenson, eh bien, lui aussi, vous savez, vous avez peut-être lu le voyage avec son âne Modestine, son ânesse Modestine. Et il était très bivouaqué, vraiment, c'est ce que font maintenant beaucoup de gens. Il se promenait, il regardait, il s'intéressait. Pour lui, c'était pas la question d'être beau ou pas beau, c'était... Il rencontrait les gens, il regardait, finalement, il regardait, et il s'enthousiasmait pas mal. Et il n'était pas insensible non plus. Quand il est arrivé au sommet du Finiel, puisqu'il a vu tout ça, évidemment, il transporte. Et alors, je veux encore vous citer quand même Julien Gracq. Julien Gracq a parlé de ces hauts plateaux. Alors là, c'est le style de Julien Gracq, très beau. Ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal
se déclenche en moi qui m'incite à y courir, à perdre de vue, à perdre haleine. Alors, c'est très beau, je trouve. Parce que le vertige horizontal, effectivement, bon, un effet de langage, de style, mais c'est vrai que c'est parfois vertigineux. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et alors, tout ça pour dire, parce que je crois que ma revue de presse ne peut pas terminer, que oui, tout au moins ici, tout ça pour dire. Ce paysage ouvert, dénudé, stérile, malgré tout peuplé d'humanité, eh bien, prend peu à peu une importance considérable. L'espace ouvert, comme chacun sait, chez les paysagistes, est tout à fait à la mode. On parle que de... c'est-à-dire c'est très excitant. Et c'est très vrai, je partage tout à fait, naturellement, je ne peux pas plaisanter là-dessus. C'est pas du tout un espace vide, c'est vraiment un espace ouvert. Et je pense que dans ce cas-là, on a un phénomène de société tout à fait intéressant, c'est-à-dire d'évolution du jugement des gens. Alors, je ne sais pas quelle société, enfin, la nôtre, déjà disons, la nôtre. Où on a un regard différent et où il semble que le fait de côtoyer de grands espaces ouverts et d'avoir le sentiment d'un contact très fort, être vigoureux avec la nature et de sentir la trace des gens, eh bien, dans un univers maintenant qui devient très urbain, où tout devient très codifié, quand on appelle, on se sent entre, enfin, tout l'espace est occupé, il y a des pressions terribles. Donc, avec une démographie qui ne fait que qu'accroître, il semble que ces grands espaces prennent une valeur, je dirais, exceptionnelle, dans la mesure, en plus, où cet espace est mis en scène par l'homme et par le substrat physique. C'est-à-dire, il y a quelque chose là qui est très important et qui correspond, me semble-t-il, à une attente de la part de notre culture, peut-être d'Europe occidentale, quand on regarde finalement toute la fréquentation des Hollandais, des Allemands, des Anglais, il y a beaucoup de monde, ce qui fait que la population de ce pays est très, très mélangée maintenant. Mais peut-être de gens attirés par ça, c'est-à-dire une strate de la société qui est particulièrement attirée. Si jamais il y avait une pénétration ici, pour une raison ou une autre, de populations plus africaines, plus maghrébines, etc., eh bien, ils introduiraient une autre culture. Ça m'intéresserait énormément de savoir, et probablement leur rapport à ceci serait totalement différent. Mais là, il semble que dans notre contexte occidental, mais je dirais qu'il comprend également les États-Unis, qui comprend les gens de l'UNESCO sont souvent anglo-saxons. Et il y a donc là une attente qui et le vocabulaire aussi. Et c'est ça, le vocabulaire aussi. D'ailleurs, on le traduit en anglais, notre rapport. Eh bien, je pense que là, il y a quelque chose qui justifie ce qu'ils attendent, c'est-à-dire la valeur universelle et exceptionnelle. Je pense qu'on est là dans quelque chose qui devient très important. Alors, ça pose un problème, un deuxième problème, si vous n'êtes pas fatigué, il me paraît très important, c'est que ce paysage est entretenu par qui? Parce que depuis le début, depuis longtemps, on essaie de dire mais le paysage est le produit de l'activité des hommes, et en particulier le produit du pastoralisme. Le mouton qui tombe, etc. Le berger, donc il y a une sorte de on célèbre l'idéalisme, finalement, le berger, son troupeau, le chien, etc. On a donc une image très, très idéaliste. Mais en réalité, on s'aperçoit que fait l'agriculteur? Les agriculteurs sont très conscients de l'intérêt. Ils aiment leur pays, je crois, ça ne va pas leur reprocher. Ils n'aiment pas forcément le même pays, le même paysage. Mais ici, ils y sont intéressés par ce patrimoine. Mais que font-ils? Ils élèvent des moutons. Ils ont même tendance, dans bien des cas, non pas à pratiquer le pâturage extensif, qui maintient l'espace ouvert, mais
un pâturage extensif limité à quelques mois, et le reste du temps étant assuré par les bergeries elles-mêmes, qui deviennent d'énormes constructions. Qui deviennent des constructions, peut-être en bois pour que ça passe plus facilement, peut-être pas avec de la tôle dessus, mais on sent que les forces qui créent, les forces de l'agriculture, qui créent ce paysage ou l'entretiennent, eh bien, n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et que se passe-t-il? C'est qu'on demande aux bergers, on conclut, on se met d'accord avec eux pour qu'ils mettent davantage de troupeaux dehors, pour qu'ils pratiquent l'extensivité, c'est-à-dire qu'ils entretiennent l'espace ouvert. On demande qu'il n'y ait plus de boisement du fonds forestier national, mais ça c'est une chose acquise depuis longtemps, d'autant plus qu'elle faisait du tort au grand pâturage. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on s'aperçoit que l'on essaie d'imposer une sorte de carcan, force qui traditionnellement crée le paysage, ça fait le cas au moment du médiéval, la période médiévale, et que en réalité, ce qu'on gère maintenant, semble-t-il, de plus en plus, c'est une image. C'est-à-dire, on gère une image. C'est-à-dire que c'est le paysage qui devient important. Et on gère une image parce qu'on estime que culturellement parlant c'est important, cette image, que d'autre part elle favorise le tourisme, la pratique du tourisme, donc l'agrotourisme. Donc on peut demander aux agriculteurs cet effort d'aller dans ce sens, je dirais presque du pittoresque, car c'est souvent ça. Et que de ce fait, mais c'est vrai, pas seulement pour l'Écosse et les Cévennes, on se trouve de plus en plus dans une attitude de gestion d'image. C'est-à-dire que ça donne au paysage un statut tout à fait exceptionnel, tout à fait extraordinaire, qui me semble d'ailleurs personnellement, bon, c'est comme ça, justifié. Je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas moi de dire si c'est bon ou pas bon, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, avant, le paysage était un peu la conséquence un petit peu aléatoire d'une culture agricole, enfin d'une culture de l'agriculture. Maintenant, c'est un petit peu, je dirais pas un sous-produit, parce que c'est pas vrai, mais ça, le sous-produit devient maintenant le produit essentiel. Et on fait en sorte que les forces qui créent ce paysage, eh bien, soient contenues par la force. Et d'ailleurs, la PAC, la politique agricole commune, ne fait pas autre chose. C'est-à-dire, on pense toujours non seulement au développement durable, à l'utilité de l'espace naturel qui est indéniable, dont je n'ai pas parlé ici, mais qui est réel, et puis au paysage. Eh bien là, on est dans une période où on gère de plus en plus des images, qui me paraît tout à fait intéressant. Et ce qui me paraît rejoindre d'une certaine façon l'exercice traditionnel du métier de paysagiste, qui est de créer un espace. Avant que le jardin n'existe, il y avait des viviers, il y avait des plantations fruitières, il y avait des pelouses, il y avait des tas de choses qui ont donné peu à peu leur forme au jardin, qui ont inspiré finalement la création de leur forme. Les grandes pelouses, les grands espaces du Limousin avec leurs arbres isolés, leurs grands chênes sur les pelouses, ont pu inspirer les parcs romantiques. C'est-à-dire ils ont fourni des formes. Bien ici, on s'aperçoit que aussi on tend vers la production d'une image. En tout cas, j'ai presque envie de le soumettre à la discussion, parce que finalement, je vais peut-être arrêter cet exposé ici, il paraît assez important, mais il me fait dire que nous travaillons, nous, sur un espace sensible et culturel, et que, quelle que soit l'échelle, et que toutes les échelles s'interpénètrent. C'est un petit peu ça. Ça fait une conclusion.